Alors, j'accueille notre deuxième intervenant, Mathieu Saladin, qui est lui-même artiste, musicien, qui est maître de conférences en art sonore à l'Université Paris 8, membre du laboratoire Art des images et art contemporain, chercheur associé à l'Institut ACT, et qui s'occupe lui aussi d'une revue importante, qui est la revue Tasset, qui vient de publier d'ailleurs un très beau numéro argenté. Et donc il va nous parler du problème du volume, as loud as possible, remarque sur l'esthétique du volume et quelques-unes de ses polémiques dans les musiques expérimentales. Merci. Dans son récent livre sur la scène noise japonaise, David Novak écrit, je le cite, la performance noise possède un rapport au live impressionnant qui paraît particulièrement extrême comparé à l'écoute disciplinée des performances de musique expérimentale. La performance noise est une expérimentation musicale poussée à l'extrême, la plus grande, la plus forte, la plus intense des invocations imaginables de l'immédiateté sonore. Les auditeurs soulignent l'incorporation subjective du volume écrasant de la noise. Son volume extrême est devenu la marque de fabrique de ses performances live particulières. Alors, si David Novak caractérise bien dans ces quelques lignes le type d'expérience particulière que peut être un concert de noise, notamment japonaise, il me semble en revanche aller un peu vite en besogne en la distinguant si radicalement de ce qui peut se jouer dans d'autres pratiques sonores expérimentales. On peut en effet trouver dans l'histoire des musiques expérimentales nombre de pratiques qui se singularisent par un goût prononcé pour les hauts volumes sonores permis par l'amplification électrique. L'association traditionnelle de telle musique au bruit ne concerne alors plus simplement le type de son qu'elles utilisent, mais aussi, et peut-être en premier lieu, tout comme dans la noise, le niveau de décibels de leur diffusion. Un tel intérêt révèle chez les musiciens des recherches esthétiques aux ambitions diverses, touchant par exemple la production d'artefacts spécifiques, comme ceux résultant de la saturation de l'équipement électroacoustique, touchant aussi à l'immersion de l'écoute, comme c'était le cas par exemple chez la Monte-Young, ou encore à la densité d'un matériau supposé intangible. Alors, bien que le titre de mon intervention reprenne une expression populaire dans la Science, As Loud as Possible, et le titre d'un album du duo A Capacitance, je ne vais pas m'intéresser à cette pratique, ni à cette période. Je voudrais me concentrer sur quelques cas historiques des musiques expérimentales où la promesse d'une expérience esthétique renouvelée, offerte par le volume sonore extrême des performances, devient le lieu même d'un conflit entre les musiciens et le public, ou entre les musiciens eux-mêmes. La tension à l'œuvre dans ces concerts m'intéresse pour le nœud à la fois esthétique et culturel qui semble s'y serrer. Je voudrais donc essayer là de considérer les enjeux et les processus poétiques de ces performances, mais aussi les polémiques, terme sur lequel je vais revenir en conclusion, qu'elles ont pu occasionner, les idéologies qu'elles traduisent ou qui leur ont été prêtées, et peut-être par un léger anachronisme, tout en parlant des musiques des années 60, voir alors ce que ces conflits peuvent nous dire du potentiel critique de l'expérimentation sonore aujourd'hui. Alors pour ce faire, je me suis concentré sur trois brèves études de cas, qui sont trois concerts ou séries de concerts issus des musiques expérimentales des années 60. Premier cas. Du 6 au 9 février 1964 se tient un événement d'importance au Lincoln Center de New York. Après plusieurs années de négociations, John Cage a réussi à convaincre Leonard Bernstein, alors chef d'orchestre du Philharmonique de New York, d'organiser une série de concerts joués par le célèbre orchestre où il pourrait présenter des œuvres de l'école de New York à un public élargi. Chaque soirée de concert comprend une ouverture avec les 4 saisons de Vivaldi et la symphonie numéro 6, pathétique, de Tchaïkovski, puis des œuvres de Morton Feldman, Earl Brown et John Cage. La pièce choisie par Cage est Atlas Eclipticadis, jouée simultanément à Winter Music. Cette série de concerts est restée dans les annales pour avoir été le théâtre d'une révolte des musiciens, lesquels ont saccagé chaque soir le matériel électronique utilisé par Cage. Dans un entretien de 1976, le compositeur rappelle la chronologie des événements. Ce qui est arrivé le premier soir, c'est que beaucoup de musiciens étaient furieux contre la musique et ont arraché les micros de leurs instruments et les ont piétinés et démolis.
Et le lendemain, qui était un vendredi, j'ai réparé les micros où j'en ai apporté d'autres pour remplacer ceux qui avaient été cassés, et ils les ont encore une fois démolis. Et le samedi, ils ont redémoli les nouveaux. Le dimanche, M. Bernstein les a sermonnés, et ils ont joué plutôt bien, mais ils n'avaient aucune honte de leur conduite. La pièce Atlas Eclipticalis, composée en 1961 et ayant nécessité de longs mois de travail, utilise comme matériau compositionnel une carte astrale de 1958 de l'astronome tchèque Antonín Bekvar, inventoriant les étoiles qui entourent le Soleil. À l'aide de calques et par consultation du Viking, Cage relève un ensemble de constellations transposées en agrégats de notes qu'il agence en 86 parties pour autant d'instruments. La taille des notes, dictée par la luminosité des étoiles correspondantes, détermine leur amplitude. Si on imagine qu'une telle notation a pu susciter l'incompréhension parmi les musiciens de l'orchestre formé un tout autre répertoire, la partition comprend en outre une dimension technologique importante puisque le chef d'orchestre y est remplacé par un automate mécanique ayant valeur de chronomètre, mais surtout offre la possibilité d'amplifier les instruments à l'aide de micro-contacts dont le mixage est lui-même régi par des opérations de hasard. Ainsi, dans le cadre des performances de New York, chaque musicien de l'orchestre était amplifié par plusieurs micros de contact, mixés ensemble sur une console de 50 canaux et diffusés à travers 6 amplificateurs et un ensemble de haut-parleurs répartis dans l'espace. Comme le rappelle Max Matthews, qui a conçu le système électronique de ces performances, je le cite, « C'était si puissant dans l'auditorium que c'était très facile d'avoir un horrible feedback très fort, et ça a été le cas, un dangereux bruit strident qui oscillait. Le jour du concert, ces râles de feedback à des niveaux dangereusement forts se produisaient assez fréquemment. Niveau sonore, donc, que les musiciens ne supporteront pas en détruisant purement et simplement la cause de leur sévice auditif. Étant donné les problèmes que cet équipement posait aux musiciens, Feldman encourage Cage à l'abandonner. Celui-ci lui rétorquant, je cite Cage, « C'est ce que je ressens maintenant. Je vais vers la violence plutôt que la tendresse, l'enfer plutôt que le paradis, le laid plutôt que le beau, l'impur plutôt que le pur, parce qu'ainsi les choses sont transformées et nous nous transformons. Sans cela, rien ne change. » L'amplification à haut volume avait donc un but précis, celui d'un changement attendu de la part des musiciens et du public. Mais de quel changement s'agit-il ? Cage n'en est pas, à l'époque, à sa première pièce recourant à une importante amplification. Pensons à Cadre Music de 60 ou à 00 de 62, qui nécessite une amplification jusqu'au seuil du feedback, comme l'indique la partition. Tout d'abord, l'amplification extrême permet d'apporter, selon Cage, une expérience auditive renouvelée car s'adressant à l'ensemble du corps et non aux seules oreilles. Comme il l'explique dans un entretien de 1969, je le cite, « J'ai toujours recherché les bruits forts, et la plupart des gens fuient de telles situations. Ils se bouchent les oreilles, ou se protègent, quelque chose comme ça. Je ne trouve pas que ce soit nécessaire. Le bruit le plus fort que j'ai entendu était dans un centre de recherche architecturale à Londres. Il y avait une chambre de réverbération, et j'ai pu entendre des bruits très faibles, très très forts. Et je continuais d'indiquer que je les voulais plus forts. Finalement, je souligne, c'était comme si le son me massait. L'expérience a été tout à fait merveilleuse, parce que l'esthéticien japonais, quand je lui ai parlé d'entendre avec les oreilles, voyez-vous, m'a dit « Rappelez-vous qu'on entend également avec les pieds ». Mais à cette écoute synesthésique s'ajoute un autre aspect, celui de comprendre le haut volume sonore comme vecteur d'une discipline de l'écoute. Ce point est particulièrement important dans le rapport que Cage entretient avec le volume. Bien que se réclamant du non-agir, le compositeur cherche à travers sa musique à libérer, c'est un terme qu'il emploie, à libérer les interprètes d'une supposée contrainte dont ils n'auraient pas conscience. Je cite Cage, « Ma musique libère parce que je donne aux gens la chance de changer leur pensée dans le sens où j'ai changé la mienne. » Comme il l'a dit qu'ailleurs, il s'agit d'ennoblir les musiciens et le public au sens où, je cite de nouveau Cage, « Être noble, c'est être dégagé à tout instant du fait d'aimer et de haïr. » Autrement dit, l'anoblissement, fin de la citation, autrement dit, l'anoblissement convoité revient à se départir de ce que le moi aime ou n'aime pas, afin de s'ouvrir à la multiplicité sonore. Cage laisse entendre plus loin dans le même entretien que les interprètes du Philharmonique de New York avaient ces soirs-là manqué de noblesse. C'est que l'ennoblissement ne saurait se présenter par enchantement.
Il nécessite une réelle discipline de la part du musicien, celle d'oublier, dit Cage, toute idée de goût ou des dégoûts. Cette discipline, le recours à l'amplification, a précisément pour tâche de le favoriser. Et il sera toujours bon de tourner davantage le potentiomètre face à des interprètes qui se montrent récalcitrants. Comme il le confie à Daniel Charles, plus un son était fort et plus il nous donnait l'occasion de nous discipliner. Le conflit qui a opposé les membres de l'orchestre et le compositeur dépasse dès lors la seule question du répertoire et s'exprime à travers le refus des uns de l'amplification disciplinaire de l'autre. Conflit que, pour sa part, Cornelius Cardew analyse dans Stockhausen Serve Imperialism, où il revient sur l'événement, comme relevant de la lutte des classes. Lutte des classes ou pas, le dénigrement technophile des subjectivités se sera traduit ici par le sabotage ludite de la pièce. J'en viens à mon deuxième exemple. Un concert de Max Naos qui prend place un an plus tard, le 13 avril 1965, dans l'enceinte du Manden Hall de l'Université de Chicago. Il s'agit d'une interprétation de Fontana Mix de Cage, de nouveau, mais rebaptisée pour l'occasion Fontana Mix Feed, en raison du dispositif singulier adopté par le percussionniste, qui en fait presque une pièce de Naos à part entière, en tout cas une reprise. L'interprétation revisite en effet la pièce en utilisant la partition comme guide pour moduler 4 boucles de feedback. Je vous propose d'écouter un extrait de la pièce, et comme le prescrit le livret du disque, si vous souhaitez, je cite, « Si vous souhaitez reproduire une situation proche de ces performances, placez vos enceintes de chaque côté opposé de la pièce et réglez le volume de votre système au maximum de ses capacités. Mais faites attention à vos oreilles. » Donc, à défaut de pouvoir déplacer les enceintes, on peut toutefois l'écouter à un volume relativement élevé. Donc, je vous fais écouter un extrait d'1 minute que j'ai coupé net, puisque Max Naos l'indique aussi dans les notes de pochette, je le cite, « Ces interprétations ne finissent pas avec un fade-out progressif, mais en coupant directement l'alimentation et de l'amplification, provoquant la disparition, l'effondrement et la désintégration des boucles de feedback. » Du lendemain du Chicago Tribune, le critique musical Donald G. Enahan rend compte du concert. Je le cite. « Le bruit était littéralement douloureux et pour la plupart du public insupportable par le volume, la hauteur et la durée. C'était comme la bande-son de la Seconde Guerre mondiale avec son casting original. » Naos va à cette époque présenter de nombreuses fois cette pièce. La revue de presse qui accompagne chaque performance dépeint à chaque fois l'événement dans des termes similaires. Je vous lis 2 autres extraits. D'abord, une recension parue à la suite d'un concert à Madrid le 27 novembre 1965 commente, je cite, « Il s'agissait d'une masse gigantesque de suramplification, augmentant à chaque nouveau cycle, produisant un continuum sonore toujours plus fort, avec une qualité sonore constamment changeante, un paroxysme acoustique vraiment impressionnant. » Theodore Strongin, critique au New York Times, écrit quant à lui après un concert à New York, « Ce qui ressortait était un déchirement sauvage, une série menaçante de cris et de sifflements d'une intensité à vous glacer le sang, qui montait encore et encore jusqu'à arriver à la terreur, puis disparaissait. Cette pièce n'était pas le genre de musique électronique qui se diffuse à distance par les haut-parleurs. C'était comme si votre propre tête faisait partie du circuit de feedback. » On retrouve le même choc renouvelé donc à chaque interprétation parmi le public.
La pièce de Cage, qui sert de partition, n'a pas été initialement composée en vue d'une interprétation avec feedback. C'est une composition indéterminée qui reprend une partie de la notation créée en 1958 pour Concert for Piano and Orchestra et qui consiste en un ensemble de feuilles et de transparents présentant des lignes courbes, des points et une grille, compris comme matériel pour l'interprète pour générer une structure qui sert alors de partition pour le concert. Neuhaus utilise ici ce matériel compositionnel pour déterminer les changements graduels de l'amplification des différents canaux de son dispositif. Celui-ci comprend des micros de contact, de nouveau, placés sur la peau des timbales, disposés à proximité de grands haut-parleurs, du moins d'une taille supérieure aux instruments déjà imposants, afin de générer donc un feedback qui met en vibration les instruments de percussion. Le haut volume sonore des performances s'explique donc ici en raison des jeux de feedback que le musicien souhaite développer dans l'interprétation. Et à l'instar de l'exemple précédent, cette expérimentation se réclame d'une recherche esthétique. Tout d'abord, comme le rappelle Michael Nyman, le feedback représente l'une des méthodes les plus simples pour garantir l'imprévisibilité d'une exécution en direct de musique électronique. Méthode qui exploite le potentiel des machines elles-mêmes et différentes petites choses acoustiques. En réalité, Neuhaus joue sur 4 boucles qu'il module via une table de mixage afin, dit-il, de multiplier énormément le niveau de complexité. Mais ce détournement inédit de la partition de Cage fait aussi suite à des expériences sur le feedback que Neuhaus mène en réalité depuis 1963, où il cherche des moyens de modifier le timbre de ses instruments de percussion grâce à l'amplification. Insérer des percussions dans la boucle d'un feedback électroacoustique lui permet d'obtenir, au lieu de l'habituel son strident du Larsen, une oscillation, dit-il, d'un système complexe de timbres variés. De plus, précise le percussionniste, je le cite, cela créait un système d'oscillation qui comprenait la pièce entière et englobait chaque chose qui s'y trouvait, incluant notamment le public. En effet, le feedback, en tant que phénomène de rétroaction, rompt avec le rapport de cause à effet du geste instrumental classique. Sa hauteur, son volume et ses variations dépendent de nombreux paramètres qui se mêlent les uns aux autres, allant de l'acoustique de la pièce à la masse et au mouvement des corps en présence, en passant par la position des microphones par rapport aux haut-parleurs. Dans les notes qui accompagnent le livret de Fontana Mixed-Feed, Neuhaus écrit, je le cite, « Les facteurs sont ici si complexes que même si la pièce devait être exécutée 2 fois dans la même pièce avec le même public, les mêmes instruments et les mêmes haut-parleurs, ce serait chaque fois complètement différent du point de vue de la structure et du son. » Je souligne, ça ressemble, dit-il, ça ressemble à quelque chose de vivant. Le travail sur le feedback, permis par les hauts volumes sonores, permettrait de produire donc une matière musicale comprise comme organisme vivant. De plus, le choix des micro-contacts n'est pas anodin. Dans la lignée d'un usage auscultatoire du microphone ouvert par Cartridge Music de Cage, le recours à des microphones de contact posés à même la peau des timbales et branchés sur un système d'amplification permet de révéler, comme le souligne Nyman, un registre de son apparemment inédit et insoupçonné, entraînant des changements quantitatifs et qualitatifs des matériaux amplifiés. Autrement dit, c'est une toute autre matérialité sonore de la timbale qui est donnée à entendre. Mais cela entraîne également de nouveaux rapports de perception à même de révéler cette poésie du monstrueux qu'évoque Barthes. Commentant les gravures des planches de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Barthes écrit, je le cite, « Le poétique, car le monstrueux ne saurait être que le poétique, n'est jamais fondé que sur un déplacement du niveau de perception. C'est l'une des grandes richesses de l'encyclopédie que de varier, au sens musical de terme, les niveaux auxquels un même objet peut être perçu, libérant ainsi les secrets même de la forme. Vue au microscope, la puce devient un horrible monstre carapassonné de plaques de bronze, muni d'épines acérées, à la tête d'oiseaux méchants, et ce monstre atteint au sublime étrange des dragons mythologiques. La poésie n'est-elle pas un certain pouvoir de disproportion, comme Baudelaire l'a si bien vu en décrivant les effets de réduction et de précision du hashish. Donc je laisse là le feedback de Neuhaus en suspens et je poursuis avec mon dernier exemple. Changement de continent pour nous placer en 1968 lors d'un concert du groupe anglais d'improvisation libre AMM donné le 12 juin à The Crypt à Londres, le collectif comprenant alors les musiciens Keith Rowe, Elie Prévost, Lou Gere, Cornelius Cardew et Christopher Hobbs. La période à laquelle appartient ce concert marque chez ce groupe l'aboutissement d'une recherche sur l'amplification menée dans l'improvisation et entamée en 1966. L'instrumentation comprend une guitare électrique, des dispositifs électroniques et de nouveau des micro-contacts fixés sur les instruments non électriques, à
savoir violoncelle, piano, percussion, violon et divers objets. Je vous propose là aussi d'écouter un court extrait pour vous donner un petit peu un aperçu. S'emploie ici à créer, c'est leur propre terme, un véritable mur de son, à même de les immerger par sa masse dans le flux sonore, supprimant tout repère et concourant à créer un matériau à travailler en commun. Évoquant un autre concert de la même période, John Tilbury note que le volume était tel qu'il submergeait l'écoute et rendait la musique inaudible. La recherche sur l'amplification vise ainsi à remplir l'espace sonore jusqu'à le saturer afin d'encourager l'absorption des sons entre eux, tout comme la fusion des intensités. Il s'agit par ce biais de favoriser un processus de désidentification des individualités sonores, ne plus savoir qui fait quoi, afin d'interagir avec un son d'ensemble, la masse sonore, et non plus avec des musiciens isolés se répondant les uns les autres. Le matériau produit par l'amplification en devient plastique, modifiant la perception pour la rendre plus sensible, notamment aux fréquences des extrémités du spectre que le volume sonore permet de faire ressortir, selon la courbe de Fletcher-Mawson. Prévost en parle en ces termes, je le cite, « Les sons et les combinaisons de sons que nous produisions généraient un sentiment d'existence physique, presque tactile, au moment de la création. » Donc, à la manière là, de la pratique de la Monte-Young du début des années 60, cette masse sonore leur permettait d'entrer littéralement dans le son. Les musiciens n'avaient dès lors pas d'autre alternative que de tenter d'orienter cette masse de l'intérieur, de l'infléchir dans son épaisseur même. Tilbury écrit à ce propos, je le cite, « Car ce tourbillon sonore testait non seulement l'ingéniosité et l'imagination des musiciens, mais aussi leur ténacité et leur courage. C'était comme un adversaire, une épreuve qu'ils s'imposaient à eux-mêmes, incarcérés dans le mur. Les musiciens étaient forcés d'adopter, de découvrir et d'inventer des moyens de survie musicale. Ils pouvaient ainsi combattre le mur par un volume comparable, ou bien ils pouvaient essayer de se montrer plus malins que lui à travers le placement habile et subtil de sons les plus infimes. Certains musiciens de l'ensemble rapportent qu'ils pouvaient même débrancher leur instrument, à un moment donné dans la masse sonore, et en dépit des effets de masque, infléchir en l'alimentant par des sons faibles, la masse devenue un organisme presque autonome. Comme l'énonce un aphorisme glissé dans les notes de leur premier album, « Jouer et arriver à l'état où tu n'as plus besoin de jouer ». Cette fascination pour l'amplification et les hauts volumes sonores n'a cependant duré qu'un temps, et c'est un peu de temps après les sessions de The Crypt, les musiciens prenant leur distance avec la saturation de l'espace et l'effet de masse. Ils adoptent alors un instrumentarium principalement acoustique. Il s'agit d'un moment assez sensible qu'on peut repérer d'ailleurs également chez d'autres groupes d'improvisation de live électronique à la même période et qui se traduit non seulement par l'abandon de certains instruments, mais aussi par des changements parmi les effectifs à l'issue de vifs débats. Ce retrait critique a été, concernant AMM, principalement influencé par les nouvelles rencontres que les musiciens font à cette époque au sein des cours de musique expérimentale donnés par Cardew au Morley College, et dont les habitués donneront lieu au premier effectif du Scratch Orchestra. La critique à laquelle ils ont dû faire face consiste pour l'essentiel en la remise en cause de l'idéologie dont l'électronique et l'amplification seraient les symboles.
Ainsi, le rejet de ces technologies au profit de l'acoustique témoignait d'une méfiance grandissante dans la scène improvisée pour leur caractère machinique, exemplifiant l'aliénation de l'économie capitaliste. Les hauts volumes étaient perçus comme synonymes d'un assujettissement des corps et des partenaires, des corps des partenaires et des auditeurs, rendant de manière supposée impossible le dialogisme mutuel des individus présents à laquelle restait attachée l'improvisation libre. Élargissant le propos à l'instrumentation électronique de plusieurs groupes de cette époque, David Toup note, je le cite, « Ce rejet des synthétiseurs était symptomatique d'une méfiance légitime de la puissance, à la fois dans un sens littéral et métaphorique, d'un soupçon du courant électrique, de la densité et du volume, de la puissance des individus charismatiques, de la vigueur artificielle de tels instruments, capables de jouer au-delà des limites physiques de l'opérateur et d'engloutir avec la puissance de la machine les possibilités et les faillibilités du corps humain. » Dans un autre texte, sur la scène électronique improvisée, il écrit encore sur cette période « Avec quelques raisons, l'électrification était maudite, vécue comme une sorte de futurisme mussolinien, d'évolution darwinienne du mieux adapté et du plus bruyant, du triomphe du surhomme nietzschéen sur la subtilité acoustique. » On retrouve par ailleurs ce type de propos chez les musiciens même de ces ensembles, comme chez Prévost, qui compte pourtant parmi les membres fondateurs d'AMM. Je cite Prévost. On pourrait espérer que le pouvoir de créer un tel volume des sons va de pair avec une conscience de son caractère potentiellement oppressif. Des musiciens jouant d'instruments non amplifiés qui se retrouvent parfois dans le même espace sonore sont systématiquement désavantagés. Mon expérience personnelle me montre que jamais on ne demande à celui qui est autocommande d'un amplificateur d'augmenter le volume. Cette esthétique du volume rappelle ce que Marcuse écrivait à propos de l'aliénation de l'homme à son appareil productif. Nous pouvons observer jusque dans la musique que le pouvoir oppressif du son dégrade à la fois le producteur et le récepteur, la victime, pour l'interrogation, met-il, du son. Alors, j'en viens à ma conclusion. À travers ces trois exemples, on peut observer combien la recherche esthétique, puisqu'il s'agit bel et bien à chaque fois d'une recherche esthétique, donc la recherche esthétique promise par l'amplification et le travail sur les hauts volumes sonores s'accompagne de conflits dont on ne peut la séparer. Si ces conflits peuvent, dans leur réitération et en dépit de leurs différences, avoir l'allure de poncifs, les débats particulièrement sensibles qui les nourrissent rappellent la consubstantialité irréductible de la quête esthétique et du contexte socio-historique, politique et idéologique qui la conditionne, et qu'en retour, elle peut par là même venir problématiser. Qu'il s'agisse de l'écoute synesthésique massant le corps, en prise avec un processus de subjectivation de l'auditeur chez Cage, de la production de nouveaux matériaux sonores par le feedback d'où émerge un organisme vivant, complexe, se déployant dans l'espace chez Naos, ou encore de la désidentification des individualités sonores et de l'immersion dans une masse afin d'y opérer de l'intérieur un travail sculptural et collectif chez AMM, l'expérimentation sur l'amplification est toujours le corollaire d'une critique visant, en l'occurrence, aussi bien le caractère autoritaire de la discipline invoquée, de la violence des sons produits, ou de leur assimilation à l'idéologie capitaliste. Si on ne peut transposer directement ces conflits dans notre contemporanéité, il me semble souligner un point important des musiques expérimentales, de l'expérimentation sonore, en tout cas de sa potentielle dimension critique, à savoir son caractère polémique, le polémos, qui, comme l'indique Rancière, vient marquer le caractère litigieux de certains partages donnés comme évidents. Merci.